Prêt? Oui, je pense que nous allons l'écouter. Damien, justement, vous aurez de quoi nous dire après. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est le propre des nations millénaires que d'être fidèles à leur histoire. La Hongrie de 2021, sous votre conduite, Monsieur le Premier ministre, se place une nouvelle fois et conformément à sa vocation multiséculaire à la pointe du combat pour la liberté des peuples. Ce combat si essentiel dans un monde en proie aux tentations totalitaires, ce combat sans lequel il n'y a pas de liberté des personnes. Le combat que vous menez, Monsieur le Premier ministre, avec courage et détermination, prend une résonance particulière sur cette terre hongroise, terre de résistance à l'oppression et à l'occupation, cette terre inflexible face à la soumission, cette terre héroïque, pétrie du sang de tant de héros de la liberté. En ce mois d'octobre, le moment comme les circonstances ne peuvent que nous inspirer une pensée émue pour les héros du soulèvement de 1956 auxquels j'ai rendu hommage hier, devant lesquels nous nous inclinons avec respect. Nous, Français, qui avons le mot liberté dans notre devise nationale, nous mesurons que ce mot, parmi les plus beaux de la langue des hommes, signifie ici. Nous savons que l'histoire de votre belle nation fut une lutte incessante pour la liberté. Nous savons aussi que l'Europe, la vraie Europe, est indissociable de l'idée de liberté qui est le socle de notre civilisation. C'est par l'idée de liberté que cette civilisation européenne a fait éclore le génie propre de nos peuples, a fait de nous ce que nous sommes, a vu naître les hommes qui ont découvert le monde. C'est cette civilisation si brillante et si rayonnante aux racines helléniques, romaines et chrétiennes que nous entendons protéger. L'Union européenne n'est plus, nous le savons, une organisation internationale, internationale, entre les nations. Elle a dérivé en organisation fédérale, puis en véritable pouvoir centralisé bruxellois, enivré de sa propre existence, de sa puissance, de son omnipotence. Avec une volonté de normalisation, un mot qui revêt ici une charge émotionnelle particulière, vous l'avez rappelé, l'Union européenne s'envisage désormais de plus en plus comme un État unitaire centralisé. Sa devise initiale, unie dans la diversité, pourrait devenir aujourd'hui caporalisée dans l'uniformisation. Nous n'avons plus affaire à une volonté de coopération, mais une volonté d'asservissement, non plus à une organisation interétatique, mais à un véritable empire. Cette vision impériale s'appuie sur le concept juridique artificiel de souveraineté européenne, ce concept que M. Macron cherchera à promouvoir, notamment dans le cadre de sa présidence du Conseil européen. Disons-le, il ne peut y avoir de souveraineté s'il n'y a pas de peuple. Or, il n'existe pas un peuple européen, mais des peuples européens. En revanche, là où il y a empire, il y a impérialisme, c'est-à-dire une volonté hégémonique sans limite. Dans cette lutte immémoriale des empires contre les nations, nous avons fait le choix délibéré et souriant des peuples, de leur liberté et de leur identité. Nous croyons dans la force créatrice de la diversité des cultures et des peuples, nous croyons dans leur génie propre, nous croyons dans leur richesse irremplaçable pour eux-mêmes, pour l'Europe et pour le monde. Et dans ces conditions, comment admettre le fondement juridique de cette hégémonie qui réside dans la primauté du droit européen sur nos constitutions nationales? Cette primauté du droit européen ne figure nullement dans le traité de Rome de 1957. Elle a été introduite subrepticement par de discrètes décisions de la Cour de justice des communautés européennes en 64, puis en 70. Et lorsque cette question fut soumise au peuple, et au peuple français en particulier, lors du référendum du 29 mai 2005, elle fut très clairement rejetée. Il faudra le traité de Lisbonne pour la voir revenir dissimulée au fin fond d'une déclaration habilement égarée dans une annexe. En fait, ce principe n'a pu être imposé au peuple que par des manœuvres dont on ne peut pas considérer qu'elles lui confèrent une quelconque onction démocratique et donc la moindre légitimité. Et puisque c'est l'actualité, les juridictions polonaises sont donc tout à fait fondées à affirmer le droit à l'identité constitutionnelle des nations, leur droit à fixer et faire respecter les règles fondatrices de leur pacte national, de leur pacte social et même de leur pacte sociétal. Et c'est bon pour l'ensemble des pays. Le droit européen ne peut s'exercer que dans les seules et strictes compétences que la nation a accepté de déléguer à l'Union européenne. Faut-il d'ailleurs rappeler les récentes
Décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui en atteste également. Les menaces de sanctions et a fortiori d'exclusion, qui sont d'une rare violence à l'égard de la Hongrie ou de la Pologne, témoignent de l'enjeu du débat qui s'ouvre. L'hégémonie Union européenne, c'est bien qu'elle joue là son va-tout. Les nations savent que dans ce débat juridique, elles jouent leur existence. Consciente de cette importance, je me suis engagée, dès mon élection, à réformer la Constitution française par référendum pour acter le principe de sa supériorité. Cet acte démocratiquement incontestable mettra fin à ce débat pour la France. Cette procédure référendaire comprendra également le règlement complet de la question de l'immigration, ce fléau dont nos nations doivent impérativement se préserver. Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondée à vous dire, amis hongrois, tenez bon. Mais je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays. Et je crois que le peuple hongrois soutient largement cette politique, comme l'avait d'ailleurs souligné le référendum de 2016. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement. Au moment où l'Union européenne s'apprête à usurper la compétence en matière migratoire avec le pacte pour l'asile et les migrations, à perpétrer un quasi-coup d'État juridique en s'emparant une nouvelle fois de pouvoirs que ne lui confère aucun traité, jamais l'unité des énergies nationales n'aura été si nécessaire. Pour le plus grand malheur de nos pays, ce pacte pour les migrations scellera dans toute l'Europe la sacralisation juridique des ONG, complices des trafics d'êtres humains, l'ouverture de nouvelles filières légales d'immigration, les relocalisations obligatoires de migrants, la mise sous contrôle de nos États par de prétendus experts, en réalité des militants immigrationnistes. Personne ne peut priver les nations européennes de continuer à décider qui entre chez elles, qui doit en sortir, qui peut y venir et qui peut s'y installer. Contrairement aux mondialistes, nous ne croyons pas que les hommes sont interchangeables et réduits à leur fonction de producteurs et de consommateurs. Nous croyons aux vertus de la transmission de notre patrimoine matériel et immatériel, tant au sein des familles qu'au cœur des nations. Comme vous, nous voulons choisir de régler la question démographique de notre pays, non par l'immigration mais par la natalité. Et vous le savez d'ailleurs, j'aurai dans mon programme une mesure à destination des jeunes couples directement inspirée par votre politique. Voilà une illustration de la coopération européenne. Face aux institutions européennes qui mènent à chacune de nos nations une guerre avec des moyens colossaux, nous devons opposer une résistance unie à l'échelle continentale. Aucun pays d'Europe ne se sauvera seul. C'est pourquoi je me réjouis du rapprochement des forces nationales souverainiste au sein du Parlement européen. Elle préfigure un bouleversement des rapports de force au sein des institutions européennes, trop longtemps sclérosées. En Europe, elle constituera un appel au rassemblement et au sursaut. Dans le monde, elle signera le retour d'une Europe qui, loin de la repentance et de la mauvaise conscience, réaffirmera sa fierté et reprendra le contrôle de son destin. La déclaration commune de juillet, que vous avez eu l'amabilité, Monsieur le Premier ministre, de rappeler entre les mouvements libres d'Europe constitue donc un pas extraordinaire vers une grande alliance continentale des patriotes qui se concrétisera, je l'espère, par la constitution un jour d'un grand groupe parlementaire européen et j'en forme le vœu d'une force politique coordonnant l'action européenne de nos partis nationaux. Mais pas avec n'importe qui. C'est ainsi que nous avons préféré, je le rappelle, durant un an, en 2014, nous avons préféré renoncer à un groupe au Parlement européen plutôt que d'accepter un parti extrémiste et antisémite comme le Jobbik, qui semble d'ailleurs bénéficier aujourd'hui d'une bienveillance de la gauche et de l'Union européenne qui est, à nos yeux, totalement incompréhensible. Pour revenir à nos convergences, derrière ces convergences philosophiques qui sont les nôtres, derrière ces synergies politiques,
derrière ces rapprochements partisans, c'est bien une révolution qui se profile à l'échelle de l'Europe avec l'émergence d'un contre-projet de coopération continentale qui pourrait prendre la forme d'une alliance européenne des nations. Contrairement à ce qu'essayent de croire nos adversaires, nous ne voulons pas du tout nous replier sur nous-mêmes et ignorer nos voisins. Nous voulons au contraire bâtir une alliance qui sera d'abord celle de la fierté des peuples européens, chacun sur son territoire, dans ses frontières, fort d'une unité interne qui l'ouvre au monde, qui sera l'alliance de tous ceux qui choisissent l'Europe pour y réaliser le destin de leur nation, y affirmer leur singularité continentale et la continuité d'un projet de civilisation, pour reprendre les mots de notre manifeste présenté à l'occasion des dernières élections européennes. Les sujets de coopération, Monsieur le Premier ministre, ne manqueront pas, que ce soit pour promouvoir le juste échange contre la mondialisation dérégulée, pour défendre la diversité de nos cultures face à un multiculturalisme uniformisant, pour faire émerger des champions européens dans le cadre de la compétition mondiale, pour faire de l'Europe la première civilisation écologique du monde par la promotion du localisme face à une mondialisation sauvage qui abîme notre planète, et bien sûr pour contrôler les mouvements de population afin d'éviter la submersion migratoire. En attendant, sachez que je prends l'engagement devant vous, si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. Croyez que nous mesurons l'enjeu de cette élection qui ne concerne pas seulement la France mais aussi l'Europe. Nous avons conscience en effet qu'en agissant pour la liberté des peuples, nous ne sauverons pas seulement nos nations millénaires, mais également l'authentique idée européenne qui nous habite. Je vous remercie. Nous étions en direct depuis Budapest pour assister à la